être une série de réflexions, de réinterprétations de découvertes. J'ai soumis à votre sagacité et donc j'aimerais éventuellement avoir votre avis parce que rien n'est sûr jusqu'à présent. Ce que je voulais vous présenter, c'est qu'il existe comme je l'ai marqué, des dispositifs de récupération et de stockage de l'eau d'infiltration dans des cavités souterraines, notamment dans le sud de la France. Il y en a beaucoup, je vous ai pointé quelques-unes. Elles se répartissent un petit peu plus dans le sud parce qu'il y a cet aspect karstique où on voit le développement des grottes. Et dans ces grottes, comme ici l'exemple de la veine de la Rouvière, il y a des grands vases qui sont déposés et certains sont sous les stalactites. Et ils ont récupéré de l'eau qui est arrivée donc par infiltration et qui a goûté goutte à goutte et qui a rempli les vases. Des vases qui ont duré éventuellement longtemps parce que certains sont complètement recouverts de calcite, et donc ils étaient là à disposition. Ces vases sont d'une grande capacité, et on verra tout à l'heure leur volume, et il y a aussi des aménagements un peu plus sophistiqués dans les cavités. Là, on est juste à l'extérieur, on récupère l'eau d'écoulement, on a fait des petites canalisations, on a surcreusé des bassins, ou comme dans cette avenne, au fond de la veine, sur le causse de Blandas, on a réaménagé un siphon terminal pour venir y puiser de l'eau. Il se trouve à 80 mètres de profondeur, donc par rapport à l'entrée de la cavité. Donc c'est assez loin. Bien souvent, on a dit que c'était simplement pour récupérer de l'eau au cours du temps. Et, on a quand même toute une série de documents qui font qu'on se pose des questions sur l'utilisation de cette eau. Par exemple, la grotte citerne du Petit Coucouillon, donc dans le Gard, on a un aménagement, une sorte de cabane donc calcolithique, classique en pierre pour ses soubassements, et on a toute une série d'éléments qui sont associés. On a une citerne naturelle qui a été réaménagée, qui a été exploitée et transformée un petit peu plus, donc pour récupérer de l'eau. Et à côté, on a non seulement des cuvettes de broyage pour broyer le grain, et on a des grands vases de stockage comme celui-ci qui ont été trouvés à l'intérieur. Donc, je me pose la question sur l'utilisation à la fois de cette eau, de ces grands vases. Voilà. Donc, les grottes citernes sont des lieux très favorables pour ces usages. La circulation d'eau n'est pas forcément très importante, mais elle est régulière et assez constante. L'hygrométrie est élevée et empêche l'évaporation. Et en plus, grâce à l'obscurité, bloque le développement des micro-organismes, ce qui rendrait l'eau impropre à la consommation. Donc, on a une eau de qualité. Ces stocks donc, peuvent être assez importants puisqu'on fait un certain vase qui ont jusqu'à 250 litres de capacité. Et est-ce que ce sont des grottes pour de la bière? Donc, je me suis posé la question parce que pour faire de la bière, on a besoin d'eau de qualité, une eau vraiment assez bonne qualité, puisqu'il ne faut pas que les micro-organismes se développent. Donc, on a cette possibilité de récupérer de l'eau dans ces cavités. On disait parfois que parce que les climats étaient moins favorables à cette période-là, les rivières étaient boueuses et les gens venaient récupérer de l'eau dans les cavités pour boire simplement de l'eau ou l'utiliser. Un peu pareil, bon, l'eau est nécessaire, mais ça me paraît peut-être un peu comment dire, un peu sophistiquer ces aménagements pour récupérer de l'eau, donc d'autant plus qu'il suffit de la laisser décanter si on veut la récupérer dans les rivières. Et puis, ce n'est pas un problème d'utiliser, contrairement à ce qu'on voit souvent, de l'eau calcaire pour produire de la bière, qu'on appelle de l'eau dure. En fait, il y a toute une série de bières assez connues, comme à Munich, comme en Angleterre, ou même en France, qui utilisent de l'eau donc calcaire pour produire de la bière et des bières réputées, comme dans la région de Munich, c'est une production quand même relativement de qualité qui est élaborée dans cette région. Donc, je me suis posé la question, est-ce que ce ne serait pas possible de mettre en évidence cette utilisation avec la possibilité d'élaborer de la bière? Et
j'ai pensé, alors c'est là où je reviens avec la communication de Christian tout à l'heure, que ça pouvait être un brassage de fermentation basse. C'est-à-dire qu'on aurait, vous savez, il y a deux types, en gros, de fermentation, hein, avec les levures. C'est les fermentations qu'on appelle hautes, où les levures surnagent à la surface et elles restent à la surface. Et la fermentation basse, eh bien, elle tombe au fond du récipient. Et donc, c'est la grande différence des deux fermentations. Euh, le problème, c'est que la fermentation basse a besoin de certaines températures relativement basses, entre 4 et 12 degrés. Et pour moi, les grottes sont des milieux euh, assez propices à ce procédé. Donc, ça présente en plus plusieurs avantages. La levure sédimente et la bière conservée à basse température ne surrit pas. Donc, c'est une possibilité que j'ai envisagée. Le problème, c'est qu'il y a une différence chronologique. Parce que normalement, la fermentation basse est connue à partir de simplement du XVe siècle et se développe un peu plus tardivement, donc et en plus, elle serait cantonnée à la Bavière et à la Bohème. Donc, ce mode de fermentation ne s'est répandu véritablement qu'au XIXe siècle. Et là, vous avez les caves de la Pils en République tchèque, qui sont l'élément principal, le majeur de cette préparation de bière, de fermentation basse, donc dans ces grottes. Je pense que ce n'est pas véritablement un problème, même si ce n'est pas étayé pour l'instant, mais le procédé a peut-être pu exister. D'ailleurs, Christian nous a montré qu'il y avait plusieurs façons éventuellement de procéder. Je n'ai pas pensé à tous ces éléments, ces voies du brassage, donc il faudrait peut-être retravailler, affiner les données, mais il me semble que c'est une possibilité à envisager. Alors, on a essayé de faire une vérification génétique, mais elle a été mise un petit peu en pause à cause de la crise sanitaire. On travaille notamment dans le cadre de l'ANR Viniculture dirigée par Laurent Boubi avec des gens de l'INRA de Nantes spécialisés sur les levures, Jean-Luc Legras en l'occurrence. Donc, j'ai essayé de faire des prélèvements dans des vases et les soumettre pour reconnaître si éventuellement on avait la mise en évidence de levures. Alors, on a fait pas toute une série, quelques prélèvements. Jean-Luc les a étudiés dans des céramiques qui proviennent. On a essayé de trouver des milieux les plus favorables au niveau de la conservation des levures, plutôt en milieu anaérobie, en milieu humide. Et malheureusement, jusqu'à présent, les études qu'on a pu réaliser, les quelques études qu'on a pu réaliser, se sont avérées négatives. C'est-à-dire que certes, on a mis des choses en évidence, mais ce sont des levures du sol. Visiblement, ce sont des pollutions. On n'a pas retrouvé, d'après Jean-Luc, des levures liées à la préparation des bières ou du vin en l'occurrence. Donc ça serait des études à reprendre, à approfondir. Je n'ai pas pu, compte tenu de la crise sanitaire, aller prélever dans des meilleures conditions. Et malheureusement, donc notre ANR viniculture s'est terminée et pour l'instant, il n'y a plus de possibilité de financement. Mais c'est des choses qu'on va essayer de développer par la suite, donc pour les mettre en évidence. D'autant plus que d'autres personnes avaient déjà travaillé là-dessus. Il y a des études qui ont été faites en Équateur où ils ont fait des prélèvements sur des vases dans des milieux précolombiens, dans la Sierra del Norte, ou dans des milieux post-découverte de l'Amérique, et qu'ils ont mis en évidence des différences entre les levures qu'ils ont retrouvées dans ces vases. Les deux sont interprétés, surtout le deuxième, puisqu'on sait parfaitement à quoi il correspond, à des préparations de boissons fermentées, en l'occurrence sans doute de bière pour la période plus récente. Eh bien, dans ces vases qui datent de peu près du 200 avant notre ère à 200 après notre ère, ils ont mis en évidence des levures complètement différentes de celles qui ont été retrouvées à partir du moment où Christophe Colomb est arrivé. Là, on a la levure de bière classique. Là, on a d'autres levures, toute une série de levures dont je ne vous ai pas mis les noms latins, mais ça montre une différence sensible à partir du moment où les conquistadors sont arrivés. Ils ont importé d'Europe leurs procédés et donc c'est très différent de ce qui existait au niveau précolombien. Ça veut dire qu'éventuellement la méthode marche. Donc on peut avoir des informations et ce que j'ai essayé de tester jusqu'à présent peut être des sources d'informations.
Alors, ça a déjà été évoqué, donc les Israéliens sur différents sites, je ne vais pas revenir sur ces sites, notamment ont travaillé sur ce vase qui porte donc une sorte de filtre, et ils ont pu mettre en évidence là aussi des levures différentes, donc ils ont refait les procédés comme l'a expliqué tout à l'heure Mathieu, donc je vais pas approfondir. On en a discuté avec Jean-Luc Legras, donc le spécialiste des levures, et évidemment, il y a différentes écoles, il y a un débat. Il n'est pas sûr, d'après Jean-Luc, que les levures qui ont été mises en évidence sur ces sites correspondent véritablement à des boissons fermentées. Tout simplement parce que c'est des sites en milieu sec, non anaérobie, enfin dans le milieu non humide, où éventuellement les choses se conservent moins bien, il peut y avoir beaucoup plus de pollution. Donc on recherche des sites très particuliers qui ont permis la conservation de ces éléments pour les retrouver. Alors, quand je dis particulier, c'est-à-dire qu'il faudrait donc des sites plutôt milieu humide, on trouver dans des puits, dans des grottes et autres, mais surtout, c'est au moment de la fouille. Il faudrait faire des prélèvements et les mettre assez rapidement dans des congélateurs ou au réfrigérateur pour que l'amidon ou les levures qui sont à l'intérieur, conservées, donc par imprégnation dans la poterie, ne se dégradent pas et parce qu'on a des problèmes d'interprétation par la suite, et surtout qu'il n'y ait pas de pollution avec éventuellement les aspects extérieurs. Donc on a des voies de recherche à développer. Et donc, on essaye d'aller dans ce sens-là, mais donc on est pour l'instant un petit peu gêné sur ces interprétations et ces possibilités. Alors, cela dit, ça a marché pour certains. Là, évidemment, ils ont refait la bière, ils l'ont goûté, ils l'ont apprécié visiblement, hein, ils sont tous contents. Et donc, bon, je ne vais pas développer parce que Mathieu en a parlé un petit peu, mais je voulais simplement retracer, parler de cette découverte. C'est des amphores grecs qui ont été trouvés dans une épave, donc en milieu humide, sous la mer, qui n'a pas été perturbée, qui était très bien conservée, donc au large de l'île de Chios, donc au IVe siècle avant notre ère, dans des zones de production de vin. Le vin de l'île était assez réputé. Et ils ont trouvé, toute une série de choses. Ils ont pu mettre en évidence, on verra mieux sous le tableau, donc ils ont fait des études d'ADN sur les imprégnations et ils ont pu mettre en évidence non seulement qu'il y avait du vin à l'intérieur ou de l'huile d'olive, et ils ont pu retrouver les aromates qui étaient partagés, enfin qui étaient présentes grâce aux études génétiques. Alors ça aussi, c'est parfois un petit peu critiqué, notamment parce que c'est considéré comme étant un petit peu ancien, 2004, je vous ai vu, 2009, donc il faudrait retravailler là-dessus, mais je pense qu'il peut y avoir une base d'information et donc des sources potentielles. Et puis, je reviens sur ce que disait Christian, c'est que moi j'ai réfléchi dans un sens un petit peu monomaniaque, si on peut dire, d'un type que le type du maltage classique, mais qu'il faudrait peut-être voir de façon beaucoup plus approfondie les découvertes. Je voulais aussi, parce que j'ai essayé de me parler un peu vite, vous présenter une autre réflexion, c'est la découverte de tores, d'anneaux en céramique avec des blocs de millet. On en a toute une série, notamment à l'âge du bronze, et vous voyez c'est à quoi correspondent ces découvertes. Ce sont des espèces de boudins d'argile qui font à peu près une dizaine de centimètres de diamètre et qui présentent un trou au milieu. On l'a parfois interprété comme étant des supports pour cuire des vases, notamment dans le four de Sévrier, qui était considéré pendant longtemps comme un four pour cuire de la céramique et qui est réinterprété maintenant plutôt comme un four, comme on l'avait évoqué un petit peu pour la découverte de Roquepertuse, pour la préparation, le séchage de grains et pour l'élaboration de bière, en l'occurrence plutôt du millet, là, pour cette découverte, différente de Roquepertuse où Laurent Boubier a montré et donc notamment que c'était de l'orge germée, de l'orge maltée. On en a toute une série vraiment assez importante à l'âge du bronze, aussi à l'âge du fer, dans l'île de Martigues. Là, vous voyez, c'est un insecte qui vient me polluer, qui sont développés dans des habitations qui ont été très bien conservées. Ils ne sont pas forcément cuits. Là, en l'occurrence, c'est en terre crue. Et grâce aux conditions de préservation particulières, ça a pu se conserver, se préserver. Et on en a des empilements. Et, vous voyez, il y a au moins presque une dizaine de ces tores qui sont donc déposés les uns sur les autres, associés à des vases, en l'occurrence des amphores massaliotes.
Eh bien, il se trouve qu'en Israël, sur plusieurs sites, ils ont retrouvé des céramiques, avec des préparations de grains germés à l'intérieur, des sortes certainement des préparations de bière, et ils ont retrouvé de ces tores sur le dessus. Et c'est interprété comme étant en fait des bouchons peignés, c'est-à-dire que on fait la préparation de la bière à l'intérieur, et comme je crois que c'était une photo de Fanette tout à l'heure, où on voyait un vase fermé avec un chiffon pour éviter, c'était au moment du brassage, enfin de la fermentation, pour éviter que des particules tombent dans la boisson, viennent polluer. Il y avait un linge qui protégeait. Et bien souvent, on met un linge et on met ces pierres pour faire une sorte de poids, pour éviter au moment de la fermentation que le liquide s'échappe, et le trou permet au gaz de s'échapper. Donc, je propose qu'éventuellement, toutes ces torts soient peut-être liées aussi, entre autres, à la fabrication de la bière. Il faudrait retravailler sur ces aspects-là, d'autant plus qu'ils sont peut-être, pour certains, il faudrait retrouver ça dans des conditions récentes de fouilles, comme ils sont en terre crue ou peu cuite, avoir une préservation assez importante des éléments comme les grains d'amidon qu'on peut essayer de revoir ou faire de l'ADN dessus. On a parfois mis en évidence la déformation de grains d'amidon notamment sur des restes de pain archéologique, de pain carbonisé. Donc, on pourrait peut-être effectivement, comme le propose Christian, revoir ces aspects-là sur les déformations liées à la fermentation, aux attaques des, des amylases sur les grains d'amidon. Et puis, je voulais aussi vous signaler, j'ai revu donc des photos de la présentation de Andreas Heiss sur ce site du néolithique où on voit une masse carbonisée avec l'empreinte d'un galet à l'intérieur. Eh bien, il se trouve qu'au mois de juin, j'ai été travailler au musée de Chambéry et j'ai retrouvé exactement la même chose, mais en grande quantité, et on va essayer de travailler dessus pour voir à quoi ça correspond. Voilà, je crois que j'ai terminé avec ça. C'est une petite présentation rapide pour vous soumettre à votre sagacité ces interrogations, ces questions. Voilà à quoi correspondent parfois en grande quantité, les blocs de billets qu'on peut retrouver sur des différents sites un peu partout en Europe, donc de l'âge du bronze à l'âge du fer. Je vous remercie.